The Children's Hour, l'heure des enfants, est un titre plus cruel que La Rumeur, qui, à l'époque, n'hésitait pas à évoquer la cruauté de nos chères têtes blondes à la différence de leur fétichisation actuelle au point de voir en eux un quelconque paradis. William Wyler, cinéaste célèbre, a conjugué les films prestigieux comme Ben-Hur, 1959, Vacances romaines, 1953, Les Grands Espaces, 1958, avec des œuvres plus intimes et singulières comme La Lettre, 1940, L'Héritière, 1949 ou L'Obsédé, 1965 et bien sûr La Rumeur en 1961. Ce dernier est l'adaptation du roman de Lillian Hellman, The Children's Hour, de 1934, ainsi que le même William Wyler avait déjà adapté une première fois sous le titre These Three, ils étaient trois, en 1936. Le film prend place dans une lignée d'œuvres aussi différentes que M le Maudit en 1931 et Fury en 1936 de Fritz Lang, Le Corbeau en 1943 d'Henri-Georges Clouzot et même L'invasion des profanateurs de sépultures de Philippe Kaufman en 1977, critiquant cette rumeur baveuse de gens plus préoccupés de la vie des autres que de la leur, prêts à lyncher à la moindre occasion dans leur mimétisme. La foule. La réalisation de William Wyler est d'une élégance étonnante, tout en petites touches, jouxtant plans larges et plans rapprochés et offrant une lisibilité et une fluidité de l'intrigue, tout en complexifiant celle-ci par des rapprochements surprenants et significatifs. Le classicisme dans toute sa splendeur. Sa mise en scène est comme minée de l'intérieur entre l'écrin dont il enrobe la narration de son histoire et la malfaisance qui rôde en arrière-plan et qui va peu à peu fissurer tous les personnages, faisant imploser toute l'ambiance idyllique installée. Tout commence dans un cadre serein, agréable, paisible, qui va vite tourner au cauchemar par l'une des plus vieilles pulsions humaines où se mêlent la délation, la jalousie, la haine impuissante, les passions tristes, comme l'évoquait Spinoza. Nous sommes dès le début dans une région huppée des États-Unis. Karen Wright et Martha Doby, deux amies de longue date, parviennent, après des débuts ardus, à rentabiliser leur pensionnat privé pour filles. Elles sont assistées par la tante de Martha, Lily Mortar, une vieille femme hystérique qui a raté sa carrière de comédienne et croit tout savoir à la place des autres. La comédienne Miriam Hopkins, qui joua dans la première version le rôle de Martha Doby. You'll excuse me, I have one of my headaches. I think I'd better go to my room and prepare for tomorrow's classes. Good night. Good night. Sleep well, Aunt Lily, and knit up the raveled sleeve of care. Les deux directrices s'entendent donc à merveille. You know, don't you, that if I could support her in any other way, I wouldn't have her here. She worries you too much. One day we'll have enough money to... Money?
Lily, I forgot to tell you. I did the bills and we're $90 ahead this month. Ahead, I can't believe it. It's not much, but it's the first time. Oh, out of the red into the black. Finally. What'll we do with it? Save it. You need clothes. What about you? Oh, I'm a skirt and blouse character. We're always in style. But you're not. You're Fifth Avenue. Rue de la Paix. Mais Martha lâche à un moment une petite phrase qui n'est pas anodine dans le scénario. I remember how you used to dress in college. The first time I ever saw you, running across the quadrangle. Your hair flying. At the time, I was running from a chemistry professor. I remember thinking, what a pretty girl. Le pensionnat est agréable et nous faisons la connaissance avec l'une d'entre elles, Mary Tilford, une pensionnaire querelleuse, jalouse et menteuse. I've got pains. Pains? I've had them all day. Where? Oh, around. You think I can get you for pains around? I think I'd better call my grandmother. Perhaps sleep is the best thing tonight, Mary. Tomorrow I'll call Dr. Carter and ask him about your pains. Karen est fiancée au docteur Joe Cardine. Un soir, ce dernier vient prendre Karen à l'improviste et discute à un moment avec Martha. Autre élément quand Joe relève que Martha est un peu brusque avec lui ces jours-ci, montrant son animosité à son égard, ce qui n'est pas innocent avec ce qui va suivre. Le dialogue avec les bébés, auparavant, n'est pas non plus innocent puisque Martha ne peut en avoir. Le scénario parsème par petites touches tous les ingrédients du drame qui va surgir. Hey, you know what I did this morning? What? I delivered my 100th baby. Congratulations. How many children do you want, Martha? Oh, I already have 20. Upstairs. Where's Karen? Putting them to bed. Well, that's good practice. Why don't you pay tuition, then? You could eat 3 meals a day here. Martha, you've been a little sharp with me lately. Have I? Maybe it's me. La scène se termine quand Martha remarque une tache sur sa joue, comme si elle était marquée par la culpabilité. Maybe it is. Rhoda, you ready? Peu après, Karen surgit et Joe l'emmène faire un tour. La scène académique en apparence prépare un élément déclencheur. Karen parvient à soutirer le mariage et la naissance d'un enfant à son amant. Can we have a baby 12 months from now? All right, kid. You got a date. Oh, I love you. Love you, love you, love you, love you. Martha, dont on ne sait rien pour l'instant, est un peu jalouse et le regard qu'elle lance au couple qui revient est significatif. On ne sait pas pourquoi, mais un secret se trame. Quand Karen rentre, Martha est en train de repasser, mais le signe distinctif est qu'elle attendait auparavant, avec une envie anxieuse, le retour de son ami à sa fenêtre. Juste après, quand Karen annonce la bonne nouvelle, Martha se contient quelque peu, mais dit que l'existence de la pension va cesser. And then goodbye, right, Dobie School? Martha, my marriage isn't going to make any difference to the school. Oh, it will, Karen. You know it will. It can't help it. But you keep saying things like that. We've talked about all this before. You know Joe isn't asking me to give it up, and I'm not going to leave. No, of course you're not. I don't know what I could be thinking of. Puis après un regard de reproche, elle éclate de colère et laisse tomber son fer à repasser par terre, ce qui réveille la jeune Mary Tilford. I don't understand you. It's been so hard building this place up, and now just when we're getting on our feet, you're ready to let it all go right to hell. Martha, for God's sake, do you expect me to give up my marriage? No.
No, of course not. I'm sorry, Karen. I don't know how I could be so selfish. Please forgive me. I already have. It's been a long day. We both need some sleep. Yes, you're right. Who has the cooking detail for breakfast? I do. Karen, you know, don't you, that I only want the best for you? I know. Marie sort et espionne les deux directrices et semble troublée par le fait que les deux femmes s'embrassent en se disant simplement au revoir. Ce qui nous vaut un plan remarquable dans sa composition avec profondeur de champ où tous les personnages sont nets. Enseignement d'Orson Welles dans Citizen Kane. On voit le télescopage hasardeux des événements, chacun étant enfermé dans ses désirs. Martha, jalouse du mariage de Karen, se laisse déborder par sa culpabilité et prétexte que ce dernier va anéantir la pension. Marie, ayant besoin d'être au centre de l'attention, exerce son chantage sur les autres et ment pour cacher sa réalité. Personnage redoublé par tante Lily qui parle à tort et à travers. Le secret intime va se déverser en déballage public, phénomène caractéristique du comportement théâtral qu'est l'hystérie. Justement, Lily fait répéter une pièce. Et rappelons qu'elle est une actrice ratée. William Wyler n'a pas placé ce type de comportement par hasard. Evelyn, now can't you imagine yourself as Cleopatra talking to an ass? Les deux directrices surprennent fréquemment Marie en train de mentir effrontément. Cette fois-ci, Marie arrive en retard à son cours et récupère un bouquet de fleurs dans une poubelle pour l'offrir à Lily, qui l'excuse. Venomous fool. Be angry and Mary. dispatch. Well, Mary, are you just arriving for your elocution class? Well, if you take no interest in your work, then... Oh, I went to get these flowers for you, Mrs. Mortar. You told us you love flowers, and I walked so far to get them for you. well, that was very thoughtful of you, Mary. I suppose I'll have to forgive you this time. Thoughtfulness and courtesy mean breeding. And breeding is an excellent thing. I think you should write that down, all of you. Karen, en arrivant, révèle que ce bouquet était aux ordures. Mary, why do you do these things? Why do you lie to us so often? I'm not lying. Look, if you have to do things to let off steam or for adventure, come and tell us about it. Tell us the truth. I promise you will try to understand. I picked the flowers down near the lake. Le regard de défi qu'elle lance est fascinant. Pourquoi est-elle si fière de son mensonge alors qu'elle sait pertinemment qu'elle ment, se dissociant de son acte par la parole? Là est le mystère. All right, Mary, you leave me no choice. You'll have to be punished. Take your recreation periods alone. No field hockey, no swimming, and do not leave the school grounds for any reason whatsoever. Saturday, too? Saturday, too. But the boat races are Saturday, and you said I could go. The boat races were a privilege which you've lost. I'll tell my grandmother. I'll tell her Go how you treat me upstairs, and how Mary. you punish me. I'll tell Go her. upstairs, Mary. Karen la punit et la fillette fait croire qu'elle a mal et tombe évanouie pour persuader par culpabilisation les autres de croire en son mensonge. Théâtre similaire à celui de tante Lily. C'est en tout cas cette cellule de base qui génère tout le drame, même de nos jours. I can't breathe. I can't. On fait venir le docteur Joe et Lily lui dicte comment il doit ausculter sa patiente. Joe la met à la porte. Lily s'en plaint à Martha qui, agacée par le comportement théâtral de sa tante, la pousse à aller à New York pour poursuivre sa carrière d'actrice. Le ton monte, les rapports s'enveniment. Lily accuse sa nièce d'être jalouse du couple. I know what I know. You can't stand them being together and you're taking it out on me. Well, God knows what you'll do when they marry.
Jealous. Aunt Lily. You've always had a jealous, possessive nature, even as a child. If you had a friend, you'd be upset if she liked anybody else. And that's what's happening now. And it's unnatural. It's just as unnatural as it... Voilà le maître mot qui va passer de bouche en bouche, mais interprété notamment quand Martha surprend deux camarades de Marie écoutant à la porte. Puis elle s'en prend à Joe et lui demande de la laisser tranquille à un moment précis. Il lui annonce que son mariage avec Karen ne va rien changer à la pension. If it's the school you're worried about, don't. Karen knows I have... Damn you, leave me alone! Stop consoling me or patronizing me or feeling sorry for me or whatever it is you're doing. Leave me alone! Karen punit les trois filles, Marie pique sa crise et Joe lui claque les fesses avec raison. And it's just because I had a pain. You're always being mean to me. I'm always getting punished, picked on, blamed for everything that happens around here. Tell Rosalie. Martha a un comportement étrange, souterrain, comme si elle portait une singulière culpabilité en elle. À ce stade, le film parsème subtilement l'atmosphère de délation, d'espionnite, qui sature peu à peu la jolie pension. Même le baiser qu'échangent Karen et Joe suscite un coup de tête pour vérifier que personne ne les épie. Le parfum de comédie parsemé ici ou là va tourner au poison de la délation. Le cinéaste étudie minutieusement comment la folie de la rumeur s'étend concrètement tel un virus. Selon la phrase de Céline, l'enfer naît d'une indiscrétion. Marie apprend par une camarade que Martha ne veut pas que Karen se marie, car la tante prétend qu'elle est jalouse, qu'elle était ainsi depuis toute petite et que ce comportement est contre nature. What did she mean by unnatural? Unnatural. Un for not natural. Then genius here dropped a book. Peu après, irritée d'avoir été punie par ses professeurs, Marie exerce un chantage auprès de sa camarade Rosalie en ayant découvert la kleptomanie de celle-ci, première sous-intrigue importante dans le tissage du film. Now will you get me the money? Dans la voiture, Marie se plaint auprès de sa richissime grand-mère, Amelia Tilford, que les directrices ont quelque chose contre elle pour la punir sans arrêt. Comme sa grand-mère n'y prête pas attention, elle affirme qu'elles ont un secret, notamment que Martha est jalouse à ce qu'on lui a raconté. But I didn't say she was jealous of Miss Wright. I said that Mrs. Mortar said that Miss Dolby was jealous of Cousin Joe. I don't understand. Neither do I. But Mrs. Mortar said that it was unnatural for a woman to feel that way. Well, I'm just telling you what she said. Marie invente, réécrivant la réalité pour dénoncer l'injustice de sa punition. C'est le but de la tromperie, préserver sa réputation en falsifiant la réalité. Marie sait qu'elle ment, mais la dissimule aux yeux des autres afin qu'il n'y ait aucun témoin, comme l'écrit le biologiste Robert Trivers dans The Folly of Fools. Nous cachons la réalité à notre esprit conscient pour mieux la dissimuler aux yeux des spectateurs. But that's just the word she used. And one time, Miss Dolby was in her room late. It's right near ours. And Miss Wright goes in there almost every night and stays late. That's why they want to get rid of us. Of me, I mean. Because we hear things. That's why they're making us move our rooms. I've heard other things, too. Plenty of other things. Strange, funny noises. And we've seen things, too. What thing? Bad things. I can't tell you. Mary, you're annoying me very much. If you have anything to say, say it. I mean,
I can't say it out loud. I've got to whisper it. Why must you whisper it? I don't know. I've just got to. Elle se penche vers sa grand-mère et lui murmure quelque chose à l'oreille que nous n'entendons pas. Première subtilité du cinéaste qui élague toute l'indiscrétion des rumeurs. Stop the car, John. La grand-mère fait arrêter la voiture juste avant l'entrée de l'école et s'y rend. Just a moment. It's true. Elle croise Lily qui s'apprête à partir. Dans son numéro théâtral, cette dernière lui confirme ce que sa nièce lui a dit. La grand-mère s'en va chez une parente d'élève. I've been told you used a strange word in connection with your niece. I've heard that you feel there's something unnatural. Something unnatural? Why, the whole thing's unnatural. You would think that a healthy woman her age would have a husband, or at least an admirer, but she hasn't, and she never has had. Young men who like her, yes, but not for long, because she has no interest in them. Only the school and Karen Wright. Mrs. Tilford, at 28, do you spend your life with other people's children? No new clothes, working every night, nothing to look forward to but a summer vacation with Karen Wright. And now that Karen's getting married, Martha's in a frenzy of bad temper and she's taking it out on me. Well, friendship between women, yes. Nobody's had more friends than I. But not this insane devotion. Les hystériques sont d'insupportables comédiennes, vantardes et menteuses. I don't have to go back today? No. This week? No, Mary, you don't have to go back. Marie a gagné, ne va plus à l'école et embrasse sa grand-mère avec jubilation. You're the nicest, sweetest grandmother in the whole wide world. Méfiez-vous des gens qui vous flattent avec complaisance. John, please stop at Mrs. Anderson's house. La rumeur est une représentation moraliste, falsifiée à l'extrême, de la réalité que quelqu'un s'inocule, n'existant pas dans sa singularité, approbation et appartenance à un groupe contre une menace intérieure ou extérieure fantasmée en épousant une imagerie sociale simpliste. Vieux réflexe tribal et inconscient de la part de celui qui se laisse prendre au piège et dont il est extrêmement difficile et quasiment impossible de lui faire prendre conscience, enfermé qu'il est dans sa subjectivité. On voit bien le processus à l'œuvre où quelqu'un livre une parole immédiatement colportée par d'autres bouches, déformée et interprétée pour aboutir à la divulgation d'un secret dans la sphère publique. Bien sûr, il y a la foule, où l'individualité disparaît derrière d'autres personnes pensant la même chose en masse, comme l'a écrit Gustave Le Bon dans sa Psychologie des foules. Chacun alors imite le voisin, imitation d'autant plus facile et gluante qu'elle est colportée par des clichés aisément photocopiables par leur facilité d'adoption et leur faible teneur en complexité et en rationalité. Tels des slogans publicitaires, ils tapissent l'inconscient collectif qui ne pense précisément pas, et ce dernier change selon les époques. En d'autres siècles, les mêmes personnes auraient été racistes, défendant la chasse aux sorcières ou les fascistes, parce qu'elles épousaient précisément les slogans à la mode de leur temps, facilement enfilables comme des perles. De nos jours, elles dénoncent le complotisme ou tout autre cliché qui rôde dans les médias. Seul le sentiment d'innocence des persécuteurs légitime la permanence de la persécution. Cette rumeur contamine tous les autres parents.
Ceux-ci retirent leurs enfants du pensionnat, aussitôt déserté. But Mrs. Walton, there must be a reason to... You don't... Mrs. Vincent, won't you please tell us what now. Quand Karen suit le père d'une élève aller à sa voiture pour savoir la raison, ce dernier lui parle. Mais nous n'entendons rien puisque nous sommes derrière la porte avec Martha en amorce. Subtilité de la mise en scène que de cacher la discussion, la porte fermée, alors que l'on surprend généralement un secret grâce à une porte ouverte. La scène suivante réunit Joe et la grand-mère Amelia, qui lui annonce qu'il ne devrait pas se marier avec Karen. Il ne comprend pas. Et arrivent les deux directrices. C'est Karen qui annonce que leur école est fermée à cause de la rumeur selon laquelle elle et Martha seraient amantes, et que c'est Madame Tilford qui a prévenu les parents. That Martha and I have been lovers. Mrs. Tilford told them. Did you tell them that? Yes. Are you sick? You know I'm not sick. Then what did you do it for? Because it's true. On remarque ici l'absolue certitude de cette dernière concernant la rumeur, comme si elle avait vu elle-même la scène en question alors qu'elle n'a été colportée que par une enfant. Pourquoi y croit-elle? Le vrai sujet du film est la bouche. Le pouvoir de la parole est dans le fait que l'on croit aisément en la retranscription d'une réalité quelconque sans investigation et de ce que l'on a envie de croire soi-même, comme dans la propagande politique. Dès lors, l'entêtement mène à la crise, à la haine impuissante, le tout étant basé sur une abstraction au point de détruire concrètement des vies. This is our lives you're playing with. Our lives. That's very serious business for us. Can you understand that? Yes, I can understand that, and I can understand a great deal more. You've been playing with a lot of children's lives. That's why I had to stop you. I know how serious this is for you. How serious it is for all of us. I don't think you do know. You came here to find out if I'd made the charge. You found out. I made it. Let's end it there. Il n'y a pas de libération de la parole, et celle-ci peut tout autant dire la vérité que proférer des mensonges. Amelia, you've done a terrible, terrible thing. I've done what I had to do. You know I wouldn't have acted until I was sure. What they are is possibly their own business. But it becomes a great deal more than that when children are concerned. But it's not true! It's just not true! Not one single word of it! We're standing here defending ourselves against what? Against nothing, against a lie, a great, awful lie! I'm sorry, I can't believe that. Les deux femmes nient vigoureusement. Martha menace d'un procès. Joe se range du côté des deux femmes. Don't get the idea we'll let you whisper this lie. You made it and you'll come out with it. We'll make you shriek it. And you'll do it in a courtroom. Tomorrow, Mrs. Tilford, you'll have a libel suit on your hands. Don't do that, Miss Dovey. It frightens you, doesn't it? Yes. I'm frightened for you because I know it will bring you nothing but pain. It was wrong of you to brazen it out here tonight. It would be criminally foolish for you to brazen it out in public. Oh, it's already quite public, Mrs. Tilford. 5 hours ago, we had our lives decently to ourselves. Now we have nothing left but the dirt you made of us. The dirt you made for yourselves. Et l'on en vient à Marie, qui a raconté cette rumeur à sa grand-mère.
Joe demande à faire intervenir la petite peste qui s'embrouille dans ses explications. Le point capital ici est justement de mettre en balance la différence entre la rumeur et ce qui s'est réellement passé. No, no, you don't hold her still now. What else did you hear? What did you see? I don't know. They were just things. What things? I don't know. She doesn't know. I saw plenty of things. What? One night they were in Miss Dobie's room late, and I looked through the keyhole, and they were kissing, and like what I told you. Ce que Marie confond avec ce qu'elle a vu réellement. La différence entre la parole et la réalité. I was leaning down by the keyhole. There's no keyhole on my door. What? There is no keyhole on my door. It wasn't her room, Grandma. It was the other room. It was Miss Wright's room. How did you know anybody was in Miss Wright's room? I told you. We heard them. Everybody heard them. My room is on the first floor at the other end of the house. It's impossible to hear anything from there. Mary, what is this? Why did you say you saw through the keyhole? I'm so mixed up. Everybody's yelling at me at one time. I did see them. I did see them. Mary! Mary, I want the truth. Whatever it is, Mary. We're finished here. We've cleaned your house. Marie révèle que c'est Rosalie qui lui a raconté cette histoire, en sachant qu'elle a un moyen de pression contre elle, sa kleptomanie. On la fait venir. Rosalie ne comprend pas ce qu'on lui demande au début, mais Marie lui rappelle par insinuation l'histoire de son vol. Et Rosalie, sous la pression, lâche en pleurant qu'elle a bien vu cette scène. Oh, yes, you did too. You told us about what you saw. I remember. It was the day that Helen Burton's bracelet I never did. The day Helen Burton's bracelet was stolen. And no one knew who did it. Don't you remember? Helen said that if her mother found out who did it, she would call the police and have the thief put in jail. Rosalie, there's no need to cry. You must help us by telling the truth. Grandma? Yes! 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 I told Mary. What Mary said was true. I said it! I said it! I said it! Marie est le vrai petit diable de toute cette histoire. Diable naïf, vu son âge, mais réellement diabolique par cela même. C'est la consternation. La vérité est enterrée par la bouche de deux enfants, d'où le titre ironique du film, pour une banalité. Cette séquence remarquable clôt la première partie du film. L'école est désertée et les deux femmes s'ennuient. Leur réputation est détruite. Elles ont perdu leur procès en diffamation et font l'objet d'un voyeurisme constant de la part de la gente masculine du coin, quand elles tentent de sortir ou quand un livreur leur rend visite. Elles sont perdues et désœuvrées. Stop it! I've got 8 fingers, see? And 2 heads. I'm a freak. Quand Karen se réfugie dans les bras de Martha, un bref plan révèle le secret de cette dernière. Quand Lily revient à l'improviste, ayant raté sa tournée, Martha la tance vertement de n'être pas venue au procès pour balayer la rumeur.
Lily est un être incapable de faire face à sa propre vérité et à la réalité. Et le film montre bien comment la rumeur s'incruste dans la lâcheté des uns et des autres. Why didn't you answer our telegrams? I told you I was moving around. How did you manage to get out of the summons? What difference does it all make now, anyway? Oh, Karen is quite right. Let's let bygones be bygones. Why did you refuse to come back here and testify for us? I didn't refuse. I was on tour. That's a moral obligation. I couldn't just leave. The curtain must go up. Oh, for goodness sakes, let's not go on like this. My trunk's at the station. Things have changed here, Mrs. Mortar. I don't suppose you've heard about it. Although it's been in every newspaper in the country. How we lost a suit for slander against a woman named Tilford, who accused us of having had what the judge called sinful sexual knowledge of one another, based on remarks made by one Lily Mortar against her niece. But, my dear, a large part of the defense's case rested on the telling fact that Mrs. Mortar would not appear in court to confirm, explain, or deny those remarks. She had a moral obligation to the theater. Well, it wouldn't have done any good for us all to get mixed up in this unpleasant notoriety. But I do see it your way. And now that I'm here, I'm going to stand shoulder to shoulder with you. There's an 8 o'clock train. Get on it. Martha. All my grown life, I've been something for you to pick dry. Now get out and don't come back. How can you talk to me like that? Même si Joe résiste aux pressions quand il se rend chez Karen et Martha, il est incapable de faire face à sa propre situation. Un petit geste révèle son malaise intérieur quand il tourne le dos à Karen pour écraser sa cigarette avant d'embrasser celle-ci. Le scénario joue d'un ressort remarquable. Why'd you do that? Do what? Turn away from me. Turn away from you? I was putting out a cigarette. Karen. Joe déclare qu'ils vont partir tous les trois. Martha refuse, puis accepte avant d'aller préparer à dîner. Karen est déboussolée, mais d'une lucidité sans faille, comme on va le voir. Elle ne croit pas que partir suffira à tout oublier, et remet même en cause des mots en apparence innocents comme amour, enfant et mariage. Pour être sûre que Joe est honnête, elle lui demande de lui poser la question qui lui brûle les lèvres. Tell me, Joe. Tell me what you want to know. I don't know what you're talking about. Yes, you do. We've both known for a long time. Say it now, Joe. Ask it now. I have nothing to ask. All right. Was it ever? No, Martha and I never touched each other. It's all right, darling. I'm glad you asked. My God, what's happened to me? I'm sorry, darling. I'm sorry. I didn't mean to ask that. I never believed. No, no. Finalement, elle évoque son doute sur la véracité de sa réponse qui risque de les hanter. Sa confiance en Joe est minée, étant donné qu'il était lui-même rongé quant à la véracité de la rumeur. Karen lâche la phrase qui hante toute la scène. It's been a miracle if the poison didn't reach you too. But go away for a while. Lui aussi a été contaminé. Le subterfuge de Karen est périlleux, elle lui demande de s'éloigner et Joe refuse avant de céder. S'il avait été honnête, il n'aurait pas cédé et aurait fait front. Joe promet de revenir, mais à part, Karen n'y croit pas. Que ferait-elle d'un homme lâche? I'll be coming back soon. I don't think so. C'est alors que la mère de Rosalie découvre, en faisant tomber une boîte avec les différents bijoux, que sa fille est une kleptomane. What's all this? My compact.
been looking everywhere. Whose ring is this? These scarf and gloves. Happy birthday, Helen. Chez Madame Tilford, Rosalie en pleurs crie que Marie l'a forcée à avouer. Madame Tilford se rend compte de toute l'horreur de la situation et s'écroule à terre avant de se relever et de fixer sa petite fille avec un mépris inimaginable. Mary! She made me do it. She made me do it. Don't believe her, Grandma. She's just trying to blame it on me. She's just trying to get out Be of herself. still! Come here. Oh, no. No! I'm all right. Un instant marque ce moment dans son regard. La comédienne est remarquable. La mise en scène sobre de Wyler est tout en nuances et en non-dit, contrairement aux murmures et au bavardage du propos de son film. Alors que le mensonge a été révélé, symétriquement, c'est la révélation de Martha qui a lieu quand celle-ci revient voir Karen, surprise de ne pas y voir Joe. Karen avoue qu'il ne reviendra plus. Ils ne se marieront jamais. C'est à ce moment que Martha annonce qu'elle l'aime depuis longtemps, qu'elle la désire. Elle pleure et se sent coupable de tout ce désastre qu'elle n'a pas voulu. L'intelligence du film n'est pas que l'accusation soit fausse, mais au moins partiellement vraie. Cependant, cette accusation est d'autant plus honteuse qu'elle concerne la vie privée et aucunement la sphère publique. Dès lors, il n'y a aucune raison d'accuser quelqu'un de ses mœurs sexuelles pour cette raison, d'autant qu'ici, il ne s'est rien passé. Il faut faire une remarque puisque le film n'est aucunement une louange au lesbianisme pour ceux qui voudraient le récupérer idéologiquement, mais une critique radicale de cet esprit de ressentiment de la foule vengeresse, prête à opérer une cabale contre n'importe qui, et dont l'être humain est si souvent coutumier. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit, puisque maintenant ces mœurs sont passées dans la vie courante. Elles se sont exhibées publiquement pour devenir des idéologies accompagnées de revendications illégitimes pour accuser quiconque ne s'y soumettant pas, jouant ainsi de la victimisation, inversant le processus de départ pour obtenir satisfaction, devenant à leur tour persécutrice. Comme si un individu devait être identifié à sa sexualité seule, son bas-ventre amputé de son intelligence ou de son esprit. Le film s'étend bien plus loin qu'une ordinaire critique de mœurs. C'est en tout cas la grande scène du film, où l'on peut constater la souffrance occasionnée par n'importe quelle accusation publique. But maybe I love you the way they said I love you. I don't know. Listen to me! I have loved you the way they said. There's always been something wrong. Always, just as long as I can remember. But I never knew what it was until all this happened. Stop it, Martha. Stop this crazy talk. You're afraid of hearing it, but I'm more afraid than you. I won't listen to you. No, you've got to know. I've got to tell you I can't keep it to myself any longer. I'm guilty. You're guilty of nothing.
telling myself that. Since the night I heard the child say it, I lie in bed night after night praying that it isn't true. But I know about it now. It's there. I don't know how, I don't know why. But I did love you. I do love you. I resented your plans to marry. Maybe because I wanted you. Maybe I've wanted you all these years. I couldn't call it by name before, but maybe it's been there since I first knew you. But it's not the truth. Not a word of it is true. We've never thought of each other that way. No, of course you didn't. But who's to say I didn't? I never felt that way about anybody but you. I've never loved a man. I never knew why before. Maybe it's that. Martha, you're tired and worn out. It's funny. It's all mixed up. There's something in you, and you don't do anything about it because you don't know it's there. And then suddenly, one night a little girl gets bored and tells a lie. And there, for the first time, you see it. And you say to yourself, did she see it? Did she sense it? But you know it could have been any lie. She was looking for anything to... But why this lie? She found the lie with the ounce of truth. Don't you see? I can't stand to have you touch me. I can't stand to have you look at me. Oh, it's all my fault. I ruined your life and I ruined my own. I swear I didn't know it. I didn't mean it. Oh, I feel so damn sick and dirty. I can't stand it anymore. Surgit Madame Tilford, qui veut se racheter pour avoir bonne conscience, comme le dit Karen, mais sans doute par la honte d'avoir cru elle-même à une telle rumeur. Let me come in, please. You must hear me. Mary and Rosalie Wells have admitted the whole thing was a lie. I have more to tell you. Elle a au moins le courage de faire face. I tried to call Joe. He wouldn't answer my call. But I've spoken to Judge Potter. He'll hold a hearing and reverse the court decision. There'll be a public apology and an explanation in the papers. The damage suit, of course, will be paid to you in full. And any more that you'll be kind enough to take from me. So you've come here to relieve your conscience. A public apology and money paid, and you can rest your head again. Well, don't rest it. You've come to the wrong place. There's nothing we want from you, Mrs. Tilford. There's no relief that can be bought for me. I didn't come here for that. I swear to God, I didn't. There must be something I can do. Please. Please help me. Help you?
Please go, Mrs. Stilford. We don't want you here. L'engrenage est inéluctable. Karen rend visite à Martha dans sa chambre et lui propose de partir avec elle. Mais cette dernière préfère dormir. Un plan symptomatique est le regard de Martha en voyant s'éloigner Karen par la fenêtre. Le même qu'au début, quand elle attendait le retour du couple. Deux plans se renvoyant symétriquement l'un l'autre. Espérance, désillusion et amertume d'un désir et d'un scandale pour rien. Soudain, Lily interpelle Karen de loin, lui demandant si Martha est avec elle. Karen revient, suspectant un drame que corrobore Lily. La porte de Martha est fermée à clé. Karen parvient à l'ouvrir. William Wyler ne montre rien. Tout d'abord une ombre de corde, puis au regard de Karen vers le haut, l'ombre des pieds devant une chaise renversée. Ce plan est sans doute l'un des plus beaux qui soit et indique toute la force du cinéma par la suggestion qu'il opère. Seul un cinéaste de talent peut réussir pareille audace. Sobriété de ton et contenu subversif, toute la splendeur de la mise en scène classique, bien loin devant la surenchère actuelle. Goodbye, Martha. I'll miss you with all my heart. Après les obsèques, sans un regard, ni pour Joe, ni pour ceux qui ont brisé son existence et celle de son ami, Karen sort du cimetière et s'éloigne seule. Elle a raison. La foule est toujours haineuse, car lyncheuse et lâche. Il n'y a rien à en attendre. Pouvant venir de n'importe quel bord. Il vaut mieux alors lui tourner le dos définitivement et radicalement, comme Karen.